Je suis Amaury Laurin, historien formé à Sciences Po, où j'ai soutenu une thèse de doctorat d'histoire consacrée à Paul Doumer. Je suis l'auteur d'un ouvrage collectif intitulé Nouvelle histoire des colonisations européennes aux presses universitaires de France et de la première biographie de Paul Doumer, parue en 2022, rééditée en 2023 aux éditions Champvallon, Paul Doumer, La République audacieuse. Ce qu'on appelle peut-être les définitions le second empire colonial français. Alors on parle également d'empire colonial contemporain. On peut le définir comme l'ensemble des colonies de l'empire colonial français possédées et administrées par la France à partir de 1815, puis structurées principalement, on va le voir, sous la Troisième République. Alors, qu'est-ce qui se passe avant 1815? Après la défaite de la France lors de la guerre de 7 ans, 1756-1763, eh bien, tous les établissements, tous les comptoirs français en Afrique noire, alors à l'exception de l'île de Gorée au Sénégal, eh bien, tous ces territoires sont cédés lors du traité de Paris en 1763, et on peut dire que l'Empire britannique eh bien, profite largement de cette victoire lors de la guerre de 7 ans. Une partie, toutefois, sera récupérée quelques années plus tard, lors du traité de Versailles en 1783. En 1803, Napoléon Ier vend la Louisiane aux États-Unis. En 1804, l'année suivante, la France perd sa plus riche colonie, Saint-Domingue, qui devient indépendante sous le nom d'Haïti. Et donc, après la chute du Premier Empire, après l'abdication de Napoléon Ier, 1815, eh bien, la France, finalement, ne conserve que quelques comptoirs. On va les présenter rapidement. On a les établissements français en Inde, on a donc l'île de Gorée, quelques îles des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, la Réunion dans l'océan Indien, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est tout. La période qui s'ouvre, qui nous intéresse aujourd'hui après 1815, est marquée, on va le voir, par le début de la conquête de l'Algérie, qui est lancée par le roi Charles X en 1830 avec la conquête d'Alger. Et le but, là, pour la France, est de reconstruire un empire colonial en partie perdu. Et donc, cette politique annonce aussi une politique d'expansion impérialiste en Afrique noire par des implantations militaires ou commerciales dans le golfe de Guinée, notamment à partir de 1838. Dans l'océan Indien, on a une première implantation à Madagascar en 1839, et puis l'île de Mayotte, dans l'archipel des Comores, dans l'océan Indien, devient un protectorat français dès 1841. Dans le Pacifique, on voit que la couverture est vraiment mondiale. Dans le Pacifique, très tôt, la France s'intéresse aux îles du Pacifique, puisqu'un autre traité de protectorat français est signé avec le royaume de Tahiti en 1843, après l'annexion des îles Marquises l'année précédente, en 1842. Et vous le savez, en 1848, la Deuxième République française abolit de nouveau l'esclavage, deuxième abolition, puisque l'esclavage avait été rétabli en 1802 par Napoléon. Et la Deuxième République, 1848-1852, eh bien, assimile des territoires à la métropole, avec eh bien, comme conséquence l'arrivée à Paris de députés des colonies, 11 députés des colonies en 1849, et un décret du 2 juin 1848 précisément, eh bien, va créer les départements français d'Algérie. Alors, en effet, on peut dire que Napoléon III, empereur, et le Second Empire, le régime de 1852 à 1870, va développer une réelle ambition en matière de politique coloniale. Cette ambition, cette politique coloniale, elle porte l'empreinte personnelle de Napoléon III lui-même et surtout aussi de son ministre, enfin du ministre français de la Marine et des colonies, Chasseloup-Laubat. Chasseloup-Laubat, sous les ordres de l'empereur, va entreprendre une politique de modernisation de la marine de guerre française, alors, en introduisant notamment, en dotant notamment cette marine de guerre française de cuirassés à hélice. Et cette modernisation, c'est l'objectif, doit permettre d'améliorer la capacité d'intervention. Alors, on parlerait aujourd'hui de capacité de projection, capacité d'intervention des troupes coloniales.
Alors à ce moment-là, la superficie du domaine, de ce que l'on appelle le domaine ultramarin français, elle va quand même tripler hein, durant toute la période jusqu'à atteindre 1 million de kilomètres carrés pour 5 millions d'habitants à la fin du régime. Ce Second Empire, à nouveau, rompt avec la doctrine de l'assimilation au nom de l'autonomie nécessaire des contrées colonisées, alors particulièrement d'un point de vue douanier, prioritaire sans doute, et le régime va lancer une nouvelle série de conquêtes coloniales, militaires, hein, en Asie et en Afrique noire. Ces populations asiatiques et d'Afrique noire vont jouer par conséquent un rôle central, un rôle de toute première importance dans la conquête d'une part et l'administration d'autre part de ce qu'on appelle le second espace colonial français, complémentaire du premier. Alors si on prend la chronologie, en 1853, eh bien, l'annexion de la Nouvelle-Calédonie devient définitive. Elle constitue la première action coloniale de l'empereur Napoléon III. En Afrique, Napoléon III va nommer le Lillois Louis Faidherbe au poste de gouverneur du Sénégal. Et ensuite vont s'en suivre la fondation du port de Dakar au Sénégal, la création du corps des tirailleurs sénégalais, dont on va parler, tirailleurs sénégalais qui s'illustrent en 14-18. Ensuite encore, en 1859, on a l'implantation d'un comptoir, le comptoir des rivières du Sud, et puis en 1862, l'acquisition de la côte du Gabon. Ce sont là les principales étapes de la pénétration française en Afrique de l'Ouest. Alors, en Afrique de l'Est, hein, qui n'est pas négligée, Napoléon III signe en 1862 un traité de commerce avec Madagascar, hein, où s'installe un consulat de France, et la politique impériale vise principalement, sur cette côte orientale de l'Afrique, à contrer déjà l'influence britannique prégnante. La France occupe un petit territoire, le petit territoire d'Obok, à côté de la ville de Djibouti, hein, sur le golfe, sur la mer Rouge, et donc ce sera ce comptoir un point d'ancrage français stratégique dans la région. Enfin, pour compléter le tableau et la chronologie, eh bien, la France, le Second Empire français, étend le domaine français en Algérie et entreprend deux conquêtes importantes, hein, la conquête de la Cochinchine, qui est colonisée en 1862, et l'année suivante, le Cambodge, donc en 1863, est mis sous protectorat français. Alors on peut présenter en effet la Troisième République hein, comme un apogée de l'empire colonial français contemporain, et ce régime participe en effet à l'union du peuple français, union considérée comme nécessaire après la défaite de 1871. Alors après 1870, donc sous la Troisième République, ce que l'on appelle les vieilles colonies, entre guillemets, hein, c'est-à-dire les colonies issues du premier espace colonial français, eh bien les vieilles colonies envoient à nouveau des députés au Parlement, en métropole. Elles sont par conséquent favorisées par rapport aux nouvelles colonies, aux nouvelles possessions, hein, du fait que leurs ressortissants se voient reconnaître la qualité de citoyens français. En 1830, la conquête d'Alger par Bugeaud eh bien, représente un premier pas important vers ce qu'on peut appeler un renouveau hein, de l'empire colonial français. Mais cette conquête coloniale, elle est surtout le fait de la Troisième République. Cette volonté, il faut la mettre en relief avec une concurrence avec le Royaume-Uni. Hein. Elle aide au rapprochement franco-russe, hein, on a l'alliance franco-russe, et cependant, hein, durant toute la période, l'ennemi demeure bien entendu l'Allemagne. Cet empire devient également un concurrent hein, avec l'expansion coloniale lorsqu'il commence, l'empire allemand, à réclamer lui aussi, tardivement, ce qu'on peut appeler sa place au soleil. Hein. Là, c'est 1888 le tournant, c'est l'arrivée au pouvoir de Guillaume II qui remplace, suite à l'éviction du chancelier Bismarck. Alors, pour autant, il faut peut-être nuancer la chronologie. On peut dire qu'au début de la Troisième République, la question coloniale, en apparence, elle est occultée dans le débat public français. Les forces vives de la nation regardent plutôt vers la ligne bleue des Vosges, hein, avec la perte de l'Alsace et la Lorraine à partir de 1871. Et l'idée coloniale
elle est surtout relancée par quelques militaires, quelques explorateurs, quelques médecins, hein, on a toute une génération, quelques géographes, je pense à Brazza. Et cette génération est soutenue par des hommes politiques républicains, Ferry et Gambetta notamment. À partir de 1878, on a un important mouvement d'expansion impérialiste qui se développe, soutenu notamment par Ferry. La Tunisie devient en 1881, toujours dans la chronologie, un protectorat français. Et l'expansion française se poursuit en Afrique, notamment à partir du Sénégal et du Congo, hein. En revanche, donc il n'y a pas que des avancées, puisque l'Égypte devient non pas française, mais britannique, malgré l'influence française due au percement du canal de Suez, hein, par Ferdinand de Lesseps, un canal de Suez inauguré en 1869. Enfin, hein, j'en parlais tout à l'heure, l'Indochine française, hein, qui est une union, elle est créée précisément en 1887 sous l'impulsion du républicain Paul Bert, et elle englobe les possessions de la France en Asie du Sud-Est, une colonie historique, la Cochinchine, à laquelle sont successivement adjoints 4 protectorats, l'Annam, le Tonkin, le Cambodge et le Laos. Et c'est un autre grand républicain, hein, Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine de 1897 à 1902, qui va organiser ce qu'on peut appeler les structures de l'Indochine. Paul Doumer, hein, avant d'être élu président de la République française en 1931, contre Aristide Briand, 1931, année de la grande exposition coloniale à Vincennes. Hein. Il s'agit donc d'un double point d'orgue pour l'homme politique, pour l'ancien gouverneur général de l'Indochine, et puis point d'orgue pour la France coloniale. Alors la conférence de Berlin, en effet, hein, dans cette chronologie de la Troisième République, 1884-1885, marque un tournant important. Elle a un impact, en effet, concret, immédiat, sur la politique coloniale de la Troisième République. Alors on va rappeler que cette conférence de Berlin est organisée par Bismarck, hein, le chancelier allemand, mais sur une initiative franco-allemande. La conférence se déroule sur quelques mois, de novembre 1884 à février 1885, et elle précise pour tout le continent africain les conditions finalement de la colonisation entre les différentes nations européennes. Alors l'ère coloniale, hein, cette conférence est importante parce qu'on peut dire que l'ère coloniale va connaître sa plus forte expansion jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Alors, on confond souvent la conférence de Berlin avec le congrès de Berlin, le congrès de Berlin sur les Balkans qui la précède en 1878. Et cette conférence de Berlin exerce une influence déterminante sur le cours des relations contemporaines, hein, entre l'Europe et l'Afrique. Certains historiens la présentent comme le partage de l'Afrique. On nuance un petit peu cette affirmation plus récemment. Ce qu'on peut dire, c'est que l'acte final, hein, de la conférence, en février 1885, il définit une sorte de code de bonne conduite pour les conquêtes coloniales à venir, hein, et il va découper l'Afrique en sphères d'influence. Hein. C'est une notion juridique nouvelle qui est forgée à l'occasion de la conférence. Conférence qui entérine aussi, c'est son deuxième apport juridique, le principe des occupations effectives, hein, préalable à toute revendication territoriale par une puissance. Alors, on va rappeler que Ferry est président du Conseil français au moment de la conférence de Berlin, que la France hérite, la France de Ferry hérite de la première colonisation, hein, qui est conduite par la monarchie dès le XVIIe siècle, avec les conquêtes coloniales de la monarchie de Juillet, l'Algérie, 1830, on en a parlé, les conquêtes coloniales du Second Empire, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Et donc, après la conférence de Berlin, hein, dans les années 1880, la France de la Troisième République s'engage dans la constitution d'un empire colonial coordonné par un Conseil supérieur des colonies installé en 1883, hein, et deux protectorats français sont établis sur la Tunisie, 1881, on l'a dit, puis sur l'Annam en 1883. Hein. Alors, ce statut de protectorat, hein, il est considéré par la France comme garant des possessions futures. Hein. Il est considéré comme plus pérenne, comme plus durable que le statut de colonie, et au passage, il est moins coûteux également, c'est son deuxième avantage, que le statut de colonie directe.
On peut présenter la conférence de Berlin comme un succès pour la Belgique du roi Léopold II, et comme un échec conséquemment relatif pour la France. Si on prend les chiffres des gains territoriaux, hein, les chiffres des frontières, ils ne contredisent pas cette lecture. Hein. Précisément, après la conférence, la France reçoit 666 000 km² sur la rive nord du fleuve Congo. Hein. Actuellement, c'est la République centrafricaine et la République du Congo. Le Portugal reçoit plus de 900 000 km² et alors Léopold II, roi des Belges, obtient lui plus de 2 millions, hein, 2 344 000 km² précisément, qui vont constituer l'État indépendant du Congo. Hein. Et donc, pour présenter les choses simplement, c'est la loi du plus fort qui l'emporte à l'occasion de cette conférence de Berlin. L'année 1885, on peut vraiment la présenter comme une année charnière, hein, du basculement de la République coloniale pour au moins 3 raisons. Premièrement, eh bien, il y a la tenue de la conférence de Berlin, on vient d'exposer les enjeux de cette conférence. Deuxièmement, c'est le discours, l'opposition à la Chambre des députés entre Ferry et Clemenceau en 1885 toujours, avec ce fameux échange sur les races dites supérieures. Et troisièmement, 1885, le gouverneur général britannique Gordon est assassiné à Khartoum au Soudan. On a vraiment donc à partir de 1885 un tournant colonial, une inflexion assez sensible. La construction d'un empire colonial français va s'activer et devient, pour les chiffres, le deuxième empire colonial au monde après l'Empire britannique. En 1914, hein, si on prend une photographie de cet empire, l'empire colonial français s'étend quand même sur une superficie de 11 millions de kilomètres carrés, sur laquelle vivent 50 millions d'habitants. Hein. On mesure ces empires en superficie et puis avec la population. Alors, on est très loin derrière l'empire colonial britannique. Lui, c'est 33 millions de kilomètres carrés et 400 millions d'habitants. Mais la France a constitué le second empire colonial français au monde en 1914. 1896, dans la chronologie, la France institue une Afrique occidentale française, AOF, hein, 10 ans donc après la conférence de Berlin, avant que d'autres conquêtes coloniales ne soient menées et que d'autres ensembles territoriaux ne soient constitués. Madagascar en 1885, les îles Comores en 1897, une Afrique équatoriale française, AEF, hein, en 1908, et le Maroc devient un protectorat français en 1911. On peut dire que cette politique consiste à planter le drapeau français, le drapeau tricolore, partout, enfin sur la superficie la plus étendue, partout où c'est possible, avant que les Britanniques ne le fassent, bien entendu. Les populations coloniales vont fournir tout à la fois aux Alliés des matières premières précieuses dans le contexte de la guerre, de la main-d'œuvre et des soldats. Et donc, les colonies des deux principaux empires coloniaux, hein, l'empire colonial britannique et l'empire colonial français, qui nous intéressent aujourd'hui, eh bien, vont profondément modifier la nature du lien qui les unissait jusqu'alors, hein, à Londres et à Paris, aux métropoles. Dès les premiers combats, je le disais, de septembre 1914, ces troupes coloniales sont appréciées pour leur endurance, pour leur qualité guerrière, hein, qu'on leur prête. Les troupes africaines vont aider à remporter un grand nombre de succès militaires, ça aurait été impossible sans elles, hein, succès militaires capitaux de la Grande Guerre. Alors on peut dire que les stéréotypes raciaux, hein, dominants s'appliquent à la Belle Époque. Hein. Ces stéréotypes raciaux dominants s'appliquent à ces soldats coloniaux, alors selon des mérites martiaux. Pour les guerriers africains, c'est la brutalité et la sauvagerie. Pour les soldats malgaches, ce serait la docilité. Les maghrébins seraient rusés. On va on va appliquer tous ces stéréotypes à ces troupes coloniales.
dans le cas britannique, on a quand même plus de 2,7 millions d'hommes qui sont appelés à servir dans les armées des Dominions, hein, et des colonies de l'Empire entre 14 et 18. Soit, si tout statut juridique confondu, si vous voulez, ça représente à peu près de la moitié de tous les mobilisés britanniques, hein, qui eux sont 5,7 millions. Et donc, ils vont apporter à Londres un soutien militaire, financier considérable, inestimable même. Et là, on a une stratégie globale de l'Empire britannique, hein, qui est définie avec les premiers ministres, hein, et les premiers ministres de chaque Dominion sont invités à rejoindre, hein. Il y a un cabinet de guerre impérial qui est formé à Londres en 1917. Les premiers ministres des Dominions britanniques y participent. Dans le cas français, on ne peut pas ne pas comparer l'Empire colonial britannique et l'Empire français sur cette période. Les soldats coloniaux, ils sont également déployés dans des proportions sans précédent, hein, entre 1914 et 1918. Alors, quelques chiffres. Le gouvernement français, il faut comprendre qu'il manque désespérément d'effectifs. On a un problème démographique en France, et il enrôle dans l'armée 7,5% précisément de soldats venus d'outre-mer, hein, alors environ 600 000 sur un total de 8 millions de mobilisés. Hein, alors c'est nettement moins qu'au Royaume-Uni, mais ces 7,5, ces 600 000 soldats ultramarins sont affectés pour la plupart dans des régiments de tirailleurs. D'où la mythologie des tirailleurs sénégalais, zanamites, africains, etc. Et cette population exotique, hein, ultramarine, sur le sol français, à laquelle on doit ajouter, c'est important, 300 000 travailleurs chinois et coloniaux, hein, donc 600 000 soldats plus 300 000 travailleurs, ça fait à peu près 1 million de personnes. Eh bien, ça, c'est une première, hein, ça représente une première, c'est inédit dans l'histoire de France, qui est la seule puissance européenne, avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni, pardon, dans ce cas. On peut dire que dès 1910, l'utilisation de ce qu'on appelle la force noire, hein, la force noire, c'est le général Charles Mangin, qui est, si vous voulez, l'archétype de l'officier colonial français de la Troisième République, qui a notamment participé à la mission Congo-Nil 1998-1900. Cette utilisation de la force noire, elle est conçue comme compensatoire à l'éventuelle faiblesse de la population métropolitaine. En cas de conflit avec l'Allemagne, hein, la France, il y a une crainte obsessionnelle d'une faiblesse démographique française par rapport à l'Allemagne. Et donc, le recours à l'inépuisable réservoir humain des colonies apparaît rapidement, hein, dans l'urgence du conflit, dans l'urgence de 1914, comme le moyen le plus efficace, le plus rapide de pallier l'insuffisance de la démographie française. Alors, pour autant, il faut nuancer ce point. Les troupes dites coloniales, hein, d'abord sont utilisées avec réticence, hein. Chronologiquement, c'est 1917, c'est l'offensive du chemin des Dames, hein, dans l'Aisne, le 16 avril 1917, qui représente un tournant dans l'utilisation de cette force noire. De cette force noire. Là, en 1917, au chemin des Dames, on n'a pas moins de 20 bataillons de tirailleurs. Alors, ces tirailleurs, on les appelle les tirailleurs sénégalais, entre guillemets, mais en réalité, ils ne viennent pas que du Sénégal, ils viennent de toute l'Afrique occidentale française. Et donc là, ils sont utilisés en première ligne, ils sont engagés ce jour-là en première ligne. Les troupes coloniales sont massivement utilisées donc après 1917, et leur participation au combat alors, va poser de très nombreuses questions pratiques. Le respect des prescriptions coraniques, la traduction des manuels d'instruction, l'adaptation au climat français métropolitain, et la variété ethnographique des races, hein, entre guillemets, ce que l'on appelle alors les races, entraînées dans ce conflit, eh bien, va confirmer, va illustrer la réalité multiculturelle des armées alliées, et les Français métropolitains vont découvrir alors ce qu'est l'empire colonial français concrètement. Alors, les troupes indigènes françaises, comme on les appelle, vont devenir troupes coloniales en 1900, avant la création en 1915 de l'armée coloniale indigène.
Elles sont composées de soldats initialement hein, recrutés en effet sur la base du volontariat. On a des appels à l'engagement dans les colonies, notamment en Afrique occidentale française. Ces appels sont multipliés par le haut commandement français. Les populations africaines, notamment, alors, quels sont les arguments? Elles sont invitées à ce que l'on appelle le loyalisme patriotique. Hein. Elles sont invitées au rassemblement, je cite, sous les plis du drapeau de la mère patrie. Hein. Notamment, le Sénégalais Blaise Diagne, qui est le premier député d'origine africaine élu à la Chambre des députés en 1914, va soutenir cet appel. Les appels à la mobilisation, hein, alors quelle est la réponse? Suscitent, autant le dire, un enthousiasme modéré, hein, voire faible, et par conséquent, la contrainte hein, est utilisée pour enrôler ces troupes. Hein. Et donc, très vite, les conditions de l'engagement des troupes coloniales font débat, puisqu'on a des réquisitions forcées brutales, qui déclenchent des résistances, qui déclenchent des désertions, qui déclenchent même des révoltes, et ces révoltes sont réprimées dans le sang. Et on a un débat autour de cela en France. Clémenceau, hein, à ce moment-là, est redevenu président du Conseil, hein, le 16 novembre 1917. Il doit affronter des problèmes d'effectifs déclinants, des problèmes cardinaux. Hein. Et il va alors charger Blaise Diagne, hein, qui est nommé commissaire de la République. Il va charger Diagne d'organiser une campagne de recrutement en Afrique noire. Et donc précisément, 63 000 hommes sont recrutés en AOF, 14 000 en AEF, au secours hein, de ce que l'on appelle la nation civilisatrice. Alors, quelle est la promesse hein? Qu'est-ce qui explique ces chiffres hein? Je répète, 63 000 dans le cas de l'AOF, 14 000 dans le cas de l'AEF. La promesse, qui est lourde de conséquences politiques, on va le voir, la promesse, c'est l'accès à la citoyenneté pleine et entière, qui est promise à l'issue du conflit, hein, une promesse lourde de conséquences. Alors en effet, assez rapidement, il y a un débat sur le fait de savoir si ces soldats coloniaux sont une réserve de chair à canon, hein, de ce qu'on appelle une réserve de chair à canon, ou si leur engagement représente finalement une preuve de leur intégration réussie au sein de l'Empire colonial français. Cette question sensible hein, de savoir si les soldats coloniaux sont finalement davantage exposés au feu que les soldats métropolitains, c'est une question qui demeure disputée par l'historiographie. Hein. Alors, sur les 600 000 soldats indigènes incorporés dans les rangs de l'armée française entre 1914 et 1918, le nombre de morts ou disparus, les chiffres sont les suivants. Au front, il est estimé à près de 75 000 hommes sur 600 000, ce qui fait un taux de perte hein, de 12,5%. Et donc, ce taux de perte de 12,5%, il est proche hein, de celui des combattants métropolitains. Hein. Les chiffres, alors si je prends que les seuls Sénégalais, cette fois-ci, hein, qui sont envoyés prioritairement en première ligne à la fin du conflit, 189 000 sont mobilisés par la France pendant la guerre, 16% d'entre eux ne reviennent jamais. Hein. Et donc là, la lourdeur des pertes indigènes, elle est surtout due au fait hein, qu'ils ont servi avant tout dans des unités d'infanterie les plus exposées. Hein. Le taux de perte pour les troupes métropolitaines, il est à peu près de 10%. Et donc on a 12,5% pour les soldats indigènes. Pardon. Et donc, le soldat indigène, alors particulièrement le tirailleur sénégalais mythique, hein, si je puis dire, ainsi que le spahi maghrébin, eh bien, ce soldat indigène va occuper une place singulière dans l'iconographie de la Grande Guerre. Les souffrances de la guerre, de l'exil, du déracinement, toutes ces souffrances vont s'accumuler dans son cas. Hein. Ces indigènes sont appelés des 5 continents, pas seulement de l'Afrique, à la rescousse. Ils viennent parfois de très loin hein, pour se battre sur le front occidental. Ces troupes coloniales et métropolitaines vont aussi apprendre à se connaître. Hein. Elles vont se mélanger hein, dans la boue du front, dans la boue des tranchées. La fraternité, on a les récits combattants pour étayer cela parmi les sources. La fraternité au combat entre les troupes de couleur et les troupes blanches, comme l'on dit, eh bien, elle est soulignée dans la plupart des récits combattants. Hein. Et là, l'armée est un creuset
en effet un creuset avec de très fortes interactions avec la métropole. Alors, toutefois, il y a des polémiques hein, après-guerre sur la participation de ces soldats d'outre-mer au conflit, notamment la question des pensions, hein, qui va cristalliser un contentieux sensible et mécontentement, et cet apport stratégique hein, que constitue l'Empire dans la reconstruction de la puissance nationale, est souligné par tous ceux qui tentent d'augmenter la contribution coloniale à ce que l'on appelle l'effort de guerre. Ces soldats coloniaux, hein, alors ils vont être considérés positivement, hein, ils vont changer de statut hein, après leur concours à la lutte de la civilisation, de ce qu'on appelle la civilisation, contre la barbarie allemande, de ce qu'on appelle également la barbarie allemande dans les sources, entre guillemets. Désormais, ils peuvent traiter d'égal à égal avec leurs frères d'armes métropolitains. Et après-guerre, hein, le gouvernement français va ériger, par exemple, une grande mosquée, hein, c'est la mosquée de Paris, dans le centre de Paris, afin de rendre hommage au sacrifice des troupes coloniales, hein, notamment d'Afrique du Nord. Et donc cette grande mosquée est inaugurée officiellement en 1922 par le maréchal Lyautey, qui est le premier résident général au Maroc hein, depuis 1912. Et la participation solidaire des colonies au combat de 14-18, preuve d'intégration, symbole de réussite de l'idée impériale pour certains, finalement prouve qu'il est possible d'engager avec succès des contingents ultramarins dans une guerre européenne. La participation décisive dès les premiers combats de 1914 de soldats coloniaux, hein, de soldats de toutes origines ethniques, issus des grands empires coloniaux, aux côtés des combattants métropolitains, eh bien, cela, on s'en doute, ne sera pas sans conséquence parmi les nombreux changements qui vont affecter la société internationale après 1914. On peut dire qu'à ce moment-là, les sociétés impériales européennes vont contracter ce qu'on peut appeler une dette de sang, une dette morale, si vous préférez, vis-à-vis des populations ultramarines qu'elles ont annexées lors de la course aux empires. Et le recours des principaux belligérants européens au contingent de leurs colonies, alors il est rendu nécessaire par le prolongement d'une guerre qui est une guerre totale, et de là vont naître des espoirs d'émancipation. Hein. Cela va susciter des espoirs d'émancipation chez les troupes coloniales. Alors, est-ce que ça annonce une décolonisation à venir? Est-ce que cet appoint militaire des colonies aux mères patries, est-ce que ça va renforcer ou au contraire fragiliser ce qu'on peut appeler la cohésion impériale? Cette présence de soldats africains hein, sur le front européen entre 14 et 18, elle est à l'origine de ressentiments tout au long des années 20, ressentiment jusqu'à un anticolonialisme qui va culminer en 1931, puisqu'on a une contre-exposition communiste et surréaliste en marge de l'exposition coloniale, et puis on a une demande de réforme coloniale tout au long des années 1920. Et les catégories hein, de soldats indigènes non citoyens, cette catégorie elle est rapidement problématique, on le comprend. La logique de l'assimilation, en conférant le statut de citoyen plein et entier, eh bien, implique d'accorder en retour cette citoyenneté comme une récompense des services rendus à la nation. Et donc là, on a une tension bien connue hein, entre un universalisme républicain qui est au cœur de toute la culture politique de la France de la Troisième République et une différence raciale. Et donc cette tension, elle va provoquer, elle va légitimer un traitement discriminatoire des soldats coloniaux par l'armée française, hein, alors sous prétexte de promesses d'assimilation. Eh bien cela change singulièrement, en effet, avec l'expérience même de la Grande Guerre. L'expérience, hein,
des combattants indigènes à l'origine de profondes mutations, mais aussi d'amères désillusions. Cette expérience ne constitue cependant qu'une des voies au XXe siècle de leur long parcours vers l'émancipation. Cette contribution humaine et financière des populations ultramarines à l'effort de guerre en 14-18 ne signifie pas encore, alors il faudra peut-être une deuxième guerre mondiale, 39-45, ne signifie pas encore une indépendance complète. C'est un commencement d'une ère postcoloniale. Cependant, elle ouvre la voie incontestablement à des réformes souhaitées depuis longtemps par les colonisés, de retour du front européen, engagés par les métropoles coloniales européennes pendant l'entre-deux-guerres. Paul Doumer est un acteur très important sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'il a été gouverneur général de l'Indochine pendant 5 ans, 1897-1902. Aucun gouverneur général de l'Indochine n'était resté aussi longtemps avant lui. Il a créé le gouvernement général, les structures, il crée l'école française d'Extrême-Orient. Et puis ce même Paul Doumer, 30 ans, 29 ans précisément après son retour d'Indochine, est élu président de la République française en 1931. Alors, il ne sera président qu'un an puisqu'il est assassiné en 1932 dans l'exercice de ses fonctions de président de la République. Et donc, cette élection en 1931 de Paul Doumer, ancien gouverneur général de l'Indochine, à la présidence de la République française, ça n'est pas rien. C'est l'année de l'exposition coloniale internationale à Vincennes, qui est la manifestation la plus visitée par le public au XXe siècle, avec plusieurs millions de visiteurs. On peut dire que Paul Doumer, avec son parcours, donc Paul Doumer, fils de cheminot, ministre des Finances à 3 reprises, président de la Chambre des députés, président du Sénat, puis président de la République, incarne les contradictions entre l'universalisme républicain et puis les différences qui sont faites dans les colonies.